Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le président du Parlement, Nabi Berri, reporte les séances parlementaires prévues cette semaine aux 16, 17 et 18 juillet pour défaut de quorum. Un contractuel de l'électricité du Liban s'immole par le feu lors d'une manifestation pour protester contre un projet de loi visant à cadrer les journaliers de la compagnie. Et les rebelles syriens résistent aux troupes de Bachar el-Assad et aux combattants du Hezbollah à Homs. Les monarchies du Golfe appellent le Conseil de sécurité de l'ONU à se réunir d'urgence pour agir et empêcher un massacre à Homs. Et à suivre également dans ce journal, l'opposition égyptienne donne jusqu'à mardi au chef de l'État pour quitter le pouvoir, faute de quoi les manifestants menacent d'engager un mouvement de désobéissance civile. Le président du Parlement, Nabi Berri, a reporté ce lundi les séances parlementaires prévues cette semaine aux 16, 17 et 18 juillet pour défaut de quorum. Une polémique a éclaté sur la légalité de ces séances à l'ombre d'un gouvernement démissionnaire. Le député du courant du futur, Ahmad Fatfat, a accusé le chef de la Chambre d'exécuter à la lettre la politique du Hezbollah. Selon Fatfat, Berri n'est pas un modéré. Il ne lui revient pas d'interpréter la Constitution. Cette tâche incombe au Parlement. Fin de citation. Et la réponse du clan Berri ne s'est pas fait attendre. Le député du mouvement Amal, Ali Hassan Khalil, a accusé certaines parties de vouloir torpiller les prérogatives du Parlement. Selon le député, le président Berri a toujours œuvré à protéger la sécurité et la stabilité au Liban. Le Premier ministre désigné Tamam Salam a affirmé avoir été informé que l'Arabie saoudite refusait de s'ingérer dans ses efforts pour la formation d'un gouvernement. Selon le quotidien As-Safir, Salam serait enclin à former un gouvernement de fait accompli après le refus des différentes parties libanaises de faire des concessions. Désigné le 6 avril dernier, Tamam Salam peine à former un nouveau cabinet en raison surtout des divisions accentuées au Liban par la crise syrienne. Le secrétaire d'État adjoint William Burns a achevé aujourd'hui sa visite à Beyrouth où il s'est entretenu avec les principaux responsables libanais. Des entretiens axés sur la situation au Liban et en Syrie. Avant son départ, il a tenu une conférence de presse à l'aéroport de Beyrouth. La correspondance de Noural. Fin de la visite du sous-secrétaire d'État américain William Burns à Beyrouth, une visite de 24 heures durant laquelle il a rencontré les principaux responsables libanais, notamment le président Michel Sleiman, à qui il a réaffirmé tout le soutien de Washington. Le diplomate a tenu un point de presse express ici à l'aéroport de Beyrouth juste avant son départ. L'occasion pour lui de réitérer l'engagement des États-Unis à la souveraineté, la stabilité et l'indépendance du Liban. Il a également insisté sur l'importance de l'aide militaire américaine à l'armée libanaise. Sur ce point justement, je lui ai demandé si la participation présumée du Hezbollah aux côtés de l'armée libanaise au récent conflit à Saïda allait affecter cette aide militaire. On écoute sa réponse. Notre soutien à l'armée libanaise en tant qu'institution nationale essentielle au Liban est fort et durable. Depuis 2006, nous avons fourni près d'1 milliard de dollars en aide, équipement et entraînement à l'armée, mais aussi aux forces de sécurité interne. Nous sommes déterminés à continuer à fournir cette aide, étant donné le rôle de l'armée libanaise, et pour renforcer les liens entre les Libanais. Je tiens d'ailleurs à représenter mes condoléances pour la perte des soldats et des civils innocents lors des derniers clashs. L'électricité du Liban s'est immolée ce lundi par le feu lors d'une manifestation pour protester contre un projet de loi visant à cadrer les journaliers de la compagnie. L'employé a été transporté à l'hôpital Jetaoui. Les contractuels qui manifestent devant le siège de l'EDL à Man Prayel à Beyrouth ont bloqué la route et mis le feu à des bennes à ordures et donc à des pneus pour exprimer leur rejet de ce projet de loi. Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, le juge Saker, a demandé ce lundi des échantillons d'ADN de la mère du cher salafiste Ahmad El-Assir et du frère de l'ancien chanteur Fadel Shaker. Ces échantillons seront comparés à ceux de 2 corps non identifiés découverts par l'armée dans l'ancien fief du cher islamiste pris d'assaut la semaine dernière par les militaires à Abra dans le sud du Liban. Le juge Saker a par ailleurs libéré 9 suspects dans les affrontements de Abra. 30 autres sont toujours en détention.
Les rebelles syriens postés dans la vieille ville de Homs offraient ce lundi une résistance acharnée aux tentatives des troupes de Bachar el-Assad et des combattants du Hezbollah d'entrer dans leur quartier. Les combats qui opposent depuis 3 jours les insurgés à la troupe se déroulent aux abords des quartiers rebelles surnommés dans le passé capitale de la révolution par les militants anti-régime. Homs est stratégique car la ville est au centre du pays et relie le nord et le sud du pays. Elle contrôle ainsi les principales routes d'approvisionnement. Et les monarchies du Golfe, aujourd'hui, ont appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à se réunir d'urgence pour agir et empêcher un massacre à Homs. Dans un communiqué, les 6 pays du CCG annoncent suivre avec une profonde inquiétude le siège injuste que les forces du régime syrien imposent à Homs avec un soutien militaire des milices du Hezbollah opérant sous la bannière des gardiens de la révolution. Et à présent, je propose de faire un tour d'horizon sur la situation en Égypte où les manifestations se poursuivent pour réclamer le départ de Mohamed Morsi. Le président égyptien Mohamed Morsi doit choisir. Il a jusqu'à demain soir pour quitter le pouvoir où il devra faire face à une campagne de désobéissance civile. C'est là l'ultimatum posé par l'opposition au lendemain de manifestations massives à travers l'Égypte. Des manifestations qui ont fait au moins 15 morts dans des heurts entre pro et anti-Morsi et qui se sont prolongées jusqu'à tard dans la nuit. Ce matin, au Caire, des protestataires ont attaqué le siège des Frères musulmans, la confrérie dont est issu le président. Envahi, pillé, incendié, le bâtiment a fait les frais de la colère d'une dizaine d'assaillants. Ce n'est pas un bureau, c'est une forteresse. Ils tirent des munitions depuis là-haut. Personne ne peut passer devant, même pas les ambulances. Selon l'armée, des millions d'Égyptiens sont descendus dans la rue hier, comme ici devant le palais présidentiel au Caire. Leur réclamation, la résignation du président. Je demande un président qui ait une forte personnalité et qui représente le peuple et les jeunes Égyptiens aux yeux du monde entier. Un président qui soit patriote envers son pays, pas juste envers un parti. La question se pose, Morsi est-il le chef d'un État ou d'un groupe? À travers ces rassemblements, les manifestants ont répondu à l'appel du mouvement Tamarjod, rébellion en arabe. C'est ce même groupe qui a lancé l'ultimatum après avoir récolté 22 millions de signatures pour une pétition réclamant le départ du président. Autre son de cloche du côté des partisans du président, eux aussi se sont rassemblés en masse pour exprimer leur soutien à Mohamed Morsi et pour soutenir sa légitimité. À chaque action, il y a une réaction. Nous n'avons pas commencé ces manifestations. Il y a eu un référendum, des élections, et voilà que des gens viennent imposer leur volonté aux autres. L'opinion du peuple ne peut être mesurée qu'à travers des bulletins de vote, pas à travers des gens qui prétendent parler au nom du peuple. Face à ces profondes divisions, Morsi a appelé hier soir au dialogue, une offre rejetée par Tamarjod qui ne voit pas d'autre alternative que la fin du pouvoir des Frères musulmans. Les Européens exigent des explications à Washington sur l'espionnage américain qui aurait visé les institutions de l'Union européenne, alors que le quotidien britannique The Guardian affirme que la France, l'Italie et la Grèce figurent parmi les 38 cibles surveillées par la NSA. Nom de code Wabash, c'est l'opération d'espionnage de l'ambassade de France à Washington par les renseignements américains. L'autre s'appelle Blackfoot et vise la représentation française à l'ONU. En tout, 38 cibles, japonaises, mexicaines, sud-coréennes ou indiennes. En Europe, des missions diplomatiques grecques, italiennes et françaises. Il faut savoir que la France a été active dans l'initiative de la Commission européenne qui a déjà interrogé les pouvoirs américains et que cet après-midi, le ministre des Affaires étrangères a également renforcé au nom de la France une demande de confirmation éventuelle et d'explication. Il y aurait là un acte d'hostilité inqualifiable si effectivement les institutions européennes sont sous surveillance des services secrets américains. Des micros dissimulés dans des équipements électroniques, des branchements sur des câbles, des antennes spéciales, bref, toute une gamme extraordinaire de méthodes d'espionnage. Ces informations émanent du Guardian, le quotidien britannique s'appuie sur un document daté de septembre 2001, obtenu auprès d'Edward Snowden, l'ancien consultant informatique de la NSA. Autre révélation choc, celle de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel. Selon le journal, les institutions européennes ainsi que des millions de citoyens du vieux continent sont sous surveillance du renseignement américain. L'Allemagne serait le pays le plus surveillé par la NSA avec 500 millions de connexions téléphoniques et Internet enregistrées chaque mois.
Parmi les nombreuses réactions d'indignation, celle du président du Parlement européen. Si tout cela est vrai, c'est très choquant. En tant qu'Européen et représentant d'une institution européenne, je me sens menacé. La base de la construction d'une relation n'est-elle pas fondée sur une confiance mutuelle ? Pour l'heure, aucun commentaire du côté de Washington, mais certains appellent déjà en représailles à cesser immédiatement toute négociation commerciale sur une zone de libre-échange transatlantique. Et on se quitte sur ces images de l'arrivée du président américain, justement, Barack Obama, à Dar es Salaam, capitale économique de la Tanzanie, troisième et dernière étape de sa tournée africaine après le Sénégal et l'Afrique du Sud. Le locataire de la Maison-Blanche a eu droit à une descente d'avion sur les rythmes folkloriques locaux. Barack Obama s'est ensuite rendu au palais présidentiel pour un entretien avec son homologue tanzanien Jakaya Kikwete. Là aussi, on a réservé au président américain un accueil chaleureux et populaire. Et voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le président du Parlement libanais, Nabi Berri, reporte les séances parlementaires prévues cette semaine au 16, 17 et 18 juillet pour défaut de quorum. Un contractuel de l'électricité du Liban s'immole par le feu lors d'une manifestation pour protester contre un projet de loi visant à cadrer les journaliers de la compagnie. Les rebelles syriens résistent aux troupes de Bachar el-Assad et aux combattants du Hezbollah à Homs. Les monarchies du Golfe appellent le Conseil de sécurité de l'ONU à se réunir d'urgence pour agir et empêcher un massacre à Homs. Et l'opposition égyptienne donne jusqu'à mardi au chef de l'État pour quitter le pouvoir, faute de quoi les manifestants menacent d'engager un mouvement de désobéissance civile. Et merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com ou en téléchargeant notre application mobile Futur TV Lebanon. Excellente suite de programmes sur notre antenne. Vous retrouverez Noura Eul à la barre du prochain JT.